même été aidé par le vent, le vrai héros de tous les temps. Bob Moran contre tout chacal, aventurier contre tout guerrier. Dis maman, je pourrais faire une soirée jeu prochainement, ce week-end par exemple. Ce week-end. Comment ça non? On est pris, mais j'ai promis moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ah, le week-end prochain? Ben écoute, je vais prévenir mes amis du coup. Je vais prévenir mes amis qu'une soirée jeu, je peux pouvoir faire ça la semaine prochaine. Bon, en tout cas, grand merci. Allez! Infernal, le héros s'appelle Bob Moran, à la recherche de l'ombre jaune, les boîtes de BD s'appellent Galito, et Bobby des crocodiles, et pas de BD des crocodiles. Les années 1920, les jeux d'arcade n'existaient pas vraiment. C'était plutôt une sorte de parc d'amusement. On était loin d'appeler cela jeux d'arcade ou jeux vidéo. C'était donc un lieu ouvert comme un marché ou un parc d'attractions actuel et dont l'entrée était libre. On voyait des gens jouer à la balle trappe ou des diseuses de bonne aventure, des pianos, des orgues, tandis qu'arrivaient les années 30. Je suis Multivers 80 de la chaîne Back to the 80s. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher ton pouce en l'air et maintenant parlons jeux vidéo. Allons-y. À partir des années 30, les premiers jeux mécaniques apparaissent. Des jeux en bois où on empêche généralement de faire tomber une bille dans un trou, et donc l'ancêtre du flipper. C'était donc des jeux mécaniques et non électroniques. Le flipper est mis au point à Chicago dans les années 30 par des mécaniciens et des électriciens au chômage depuis la crise de 1929. D'abord considéré comme un jeu de hasard et d'argent, le flipper est interdit dans plusieurs grandes villes américaines telles que Atlanta en 1939, New York en 1941. Ces gains sont ensuite remplacés par des parties gratuites. Devenu électronique dans les années 76-77, il subit un déclin dans les années 80 à l'essor du jeu vidéo. Quand apparaît en 1961 le premier jeu utilisant un ordinateur, Space War, il est considéré comme la première borne arcade basée sur une machine informatique et non plus mécanique. En 1971, ce jeu fut amélioré et arriva sur un ordinateur, le PDP-11, et fut renommé Galaxy Game. Le premier jeu arcade produit en masse, c'est-à-dire 2 exemplaires pour jouer à 2, et donc c'est là qu'apparaissent la première borne arcade, le meuble, ses boutons et ses joysticks. En 1972 arrivent les marques Maniavox et Atari. Atari est une entreprise considérée comme pionnière et fondatrice de l'industrie du jeu vidéo. Le plus connu bien sûr est l'Atari 2600 et c'est la création donc du jeu vidéo. C'est là qu'arrive Pong, un simple contrôleur de tube cathodique, sans microprocesseur ni mémoire. Pong est le premier jeu simple, attractif, qui marqua les esprits du public. Le premier prototype de Pong fut installé dans un bar nommé Handicap's Tavern et il avait été placé entre un jukebox et un flipper. Quelque temps après, le jeu tomba en panne et le patron du bar appela Alan Alcorn, le concepteur du jeu. Celui-ci se déplaça et alla voir ce qui se passait pour pouvoir le réparer. Mais ce fut la rançon de la gloire qui avait détraqué l'appareil. La panne venait du fait d'un débordement de pièces qui avait donc détraqué celui-ci. Donc Alan Alcorn était un ingénieur et un scientifique américain et ce fut lui qui créa donc Pong et qui a recruté Steve Jobs pour son premier poste chez Atari. Steve
Jobs sera par la suite une figure importante de l'électronique. Il aidera à la conception du premier ordinateur personnel et il créa entre autres le 1er avril 1976 Apple et le Macintosh en 1984. En 1976, Space Invader, après sa sortie au Japon, eut tellement de succès qu'il aurait créé une pénurie de pièces de 100 yens. Tandis qu'arrive son concurrent, je veux bien sûr parler de Casse-Brique, qui est braqué sur le même système que Pong, mais là, il faut détruire un maximum de blocs. La même année arrive donc Blockade. C'est la première version du jeu Snake qui disparaîtra rapidement et qu'on retrouvera en 1997 comme jeu dans les téléphones Nokia, donc sous le nom de Snake. C'est à ce moment-là qu'il eut un énorme succès. Tandis qu'arrive l'Atari 2600 en octobre 1977 avec une paire de joysticks et le jeu Combat, qui fut la troisième console à cartouche. Le vrai nom de cet Atari est l'Atari VCS pour Video Computer System. Et c'est en 1982 que l'Atari, donc VCS, reprit le nom d'Atari 2600. Entre 1980 et 89, Sega et Nintendo étaient concurrents et c'était à celui qui lancerait un nouveau jeu. C'est en 1980 que débarquent Pac-Man, en 81 Donkey Kong et Mario Bros en 83. Ah, Pac-Man, la pizza chasseuse de fantômes. Est-ce que c'est lui qui aurait inspiré Ghostbusters? Ce premier jeu Namco sorti en mai 1980. Désigné par Toru Iwatani, il place donc Pac-Man dans un labyrinthe dont le but est d'attraper des pack-gommes tout en évitant des fantômes. Même si le succès n'était pas grandiose au Japon, il le fut par la suite en Amérique du Nord où il rapporta près d'1 million de dollars. Mais c'est surtout avec la console 2600 d'Atari en 82 que celui-ci sera vendu à près de 7 millions d'exemplaires. Au même moment sortaient les Game & Watch et on retrouvait entre autres nos héros Pac-Man, Mario, Donkey Kong, jeux tels que Ball, mais aussi Snoopy, Tennis, et j'en passe. Sur Atari en 1982 sortit donc entre autres le jeu E.T., tiré du film de Steven Spielberg, mais aussi Star Wars. Quand arriva le crash de 1983 qui frappa l'industrie du jeu vidéo, principalement aux États-Unis, la firme Atari subit une énorme perte. Cette crise dura 1 an et très peu de jeux furent publiés. La production de jeux vidéo ne correspondant pas aux normes de qualité de 1982. La chaîne de distribution finit par se retrouver submergée et un responsable des ventes de Mattel explique le problème par ces mots. 2 années de production vidéoludique furent mises sur le marché en l'espace d'1 année. Il n'y avait aucun moyen de rééquilibrer le système. Parce que les magasins réexpient donc leurs jeux non vendus aux jeunes éditeurs, ceux-ci n'ont pas les moyens de leur rembourser ni de leur proposer de nouveaux jeux en échange. Le crash eut principalement 2 effets à long terme. Tout d'abord, le Japon qui détrôna les États-Unis au rang de premier sur le marché des consoles de salon. Quand le marché reprit ses esprits en 1987, la première tête était pour Nintendo avec sa NES et un Atari renaissant en duel avec Sega visant la 2e place. Pour ceux que ça l'intéresse, je ferai donc une vidéo sur ce crash, faites-le moi savoir en commentaire.
Tandis que les deux concurrents s'opposent, je veux bien sûr parler de Sega et de Nintendo. Sega fabriquant des bonnes arcades depuis quelques années et produisent des jeux qui arrivent entre autres en 83 avec la première console de salon appelée la SG-1000, mise en vente le même jour que la Famicom de Nintendo. Tandis que Sega produit des ordinateurs de salon et des consoles de jeux de maison. En 1986, l'action en bourse de Sega devient publique au Japon et décide de se développer sur le marché occidental et les États-Unis. Aux États-Unis, elle fonde la Sega of America et lance la Master System, tandis qu'en 87 sort la Mega Drive et le jeu Sonic. Maintenant, parlons de Nintendo et de ses origines. Le concurrent direct qui oppose Sega. Nintendo fut créé en 1889 et commença avec des ventes de cartes de collection à jouer. Puis créa par la suite des jeux et des bonnes arcades. Il créa aussi des consoles en 1977 avec entre autres la Color TV Game. La Nintendo Entertainment System et donc la NES arrive en 85 à cause du crash de 83. On lui donna ce nom pour éviter toute mention d'ordinateur ou de jeux vidéo. Tandis qu'en 84 arrive donc Tetris, mais lui n'eut que du succès que dans les années 90. Celui-ci est un jeu de briques interaction avec des objets géométriques. Tandis que Nintendo créa Zelda en 86. En mars 1969, la firme Konami faisait des locations et des réparations de jukebox, comme en 1973, ils créèrent des bornes arcade et ensuite, en 78, se lancèrent dans les jeux vidéo. Konami créa donc en 1982 le Super Cobra et devient partenaire de Sega et sort des jeux comme, entre autres, en 1986, Castlevania, le jeu incontournable de la NES, mais aussi Metal Gear en 87. La firme décide de se lancer parallèlement dans la production de cartes, comme le jeu Yu-Gi-Oh!, celui-ci créé en 1999 et devient son producteur officiel. Le jeu de cartes arrive en Europe en l'an 2000. Même si des essais de jeux en réseau commencèrent à être pensés et développés, c'est surtout en 1983 que Gary Toroli écrivit un simulateur de vol avec une possibilité de jouer en réseau sur une console de salon. Tandis que la Game Boy arriva en 1989, c'est la même année que débarqua Prince of Persia, qui a eu un remix ou une suite sorti cette année en janvier 2023 appelé La Couronne perdue. En 1990 arrive la Super Nintendo avec des jeux comme donc Zelda et son héros Link. À propos, tu es plus Team Mario ou Link? Fais-le savoir en commentaire. Plus tard, dans les années 90, arrivent des jeux de sport, foot, hockey et même des Disney comme Aladdin en 1992. En 1993 arrive Doom, un des premiers jeux en réseau sur PC utilisant un câble série nul modem. Câble qui sert donc à relier deux PC ensemble. La plupart de ces jeux pouvaient également utiliser un modem relié au port série permettant de jouer à distance en utilisant une ligne téléphonique. En 1997, la licence Diablo arrive, mais aussi en 1998 des licences telles que Half-Life et Counter-Strike.
tandis qu'en 96, la firme Atari disparut. Voilà, je vous parlerai donc de jeux vidéo qui m'ont intéressé et qui m'ont marqué. C'était Multivers 80 de la chaîne Back to the 80s et je vous dis à bientôt.